Bien, il est 18 heures. On va commencer de manière ponctuelle. L'enregistrement est lancé et ça me permet de dire tout de suite que ce qui va se passer dans environ 1 heure et demie que nous passerons ensemble sera aussi enregistré et rendu disponible par la suite en replay sur le canal YouTube. On vous en informera. Bien, je suis ravi d'être à nouveau en compagnie de nos invités d'aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième table ronde en ligne qui cherche à réunir des perspectives européennes et internationales, c'est le titre, sur la guerre qui se déroule depuis 2 mois en Ukraine. Je m'appelle Albrecht Sontag et je suis professeur à l'EU Asia Institute de l'ESCA École de Management à Angers, et donc membre d'Alliance Europa et de son Institut d'études européennes et globales, qui porte encore une fois très bien son nom ce soir. Et je vais essayer de nous guider à travers cet échange qui va démarrer dans 1 minute. Je rappelle que nous nous étions réunis une première fois le 14 mars, il y a 6 semaines, et comme à l'époque, j'adresse un grand merci à nos invités qui se sont rendus disponibles et que je vais avoir le plaisir de présenter plus en détail dans quelques secondes. Comme à l'époque aussi, je remercie l'équipe d'Alliance Europa, basée à Nantes, qui a initié et mis en place cette rencontre en ligne, notamment son directeur Michel Catala, qu'on va entendre tout à l'heure, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes, et l'équipe formée par Marie Soulard et Marie Bonenfant, qui veille à ce que cela puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et enfin, comme la dernière fois, j'ai envie d'ajouter à ces perspectives européennes et internationales l'adjectif interdisciplinaire, car nous-mêmes et nos invités exercent dans des champs académiques très variés et complémentaires. Donc, je vais présenter rapidement nos speakers de ce soir en allant du plus lointain au plus proche. Je commence à Montréal avec Magdalena Dębinska. Bonsoir Magdalena. Professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal et directrice académique du CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationales. Vous êtes notre experte des politiques identitaires et des conflits ethniques, notamment dans cet espace post-soviétique et l'Europe centrale qui nous intéresse particulièrement ce soir. Nous serons aussi à Cluj, en Roumanie, avec Sergiu Miscuiu, professeur en sciences politiques à l'université Babeș-Bolyai, située à Cluj-Napoca, géographiquement plus près d'Odessa que nous ne sommes ici dans les Pays de la Loire, de Marseille ou de Strasbourg, donc ça mérite aussi d'être rappelé. Et Sergiu, nous allons bénéficier de votre expertise sur les systèmes politiques de l'Europe centrale et orientale, ce qui ne vous empêchera pas de parler de l'élection présidentielle française à la télévision roumaine ce soir. On vous laissera partir vers 19 h, promis. Nous passerons également par Bruxelles avec Denis Duet, professeur de sciences politiques au sein de l'Université Saint-Louis, où vous présidez l'Institut d'études européennes, et c'est la perspective résolument européenne et communautaire que vous adoptez en général, qui nous intéresse ce soir. Et beaucoup plus près de nous, au Mans, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Sarah Casella, professeure de droit public à l'Université du Mans, où vous co-dirigez le laboratoire interdisciplinaire THEMIS, et nous ferons appel à vos éclairages en matière de droit international. J'ai déjà appris beaucoup de choses il y a 6 semaines et je me réjouis de vous entendre à nouveau ce soir. Et puis, normalement à Nantes, mais exceptionnellement à Florence, en Toscane, notre hôte Michel Catala, professeur, je l'ai déjà dit, d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes et directeur d'Alliance Europa. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être en votre compagnie. Pour finir, avant de lancer les débats, un peu de housekeeping. Quelles sont les règles ce soir ? On va observer les règles de bonne conduite habituelles qui stipulent que tout le monde ferme bien son microphone et sa caméra afin d'éviter les perturbations. Nous avons un chat et j'invite tous les participants à poser leurs questions dans le chat. Nous ferons en sorte de prendre le temps d'y répondre. Si jamais j'en loupe une, Marie me le fera remarquer. Et j'invite aussi tout le monde à respecter les règles de politesse. Nous avons été
interrompu au mois de mars et on va essayer d'éviter que cela se reproduise. C'était d'autant plus inutile que nous n'étions pas du tout dans un esprit polémique, mais dans une approche qui consistait à faire converger nos perspectives sur la base de nos travaux académiques. J'en ai fini avec l'introduction et je vous propose, 18h06, de rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par prendre le pouls en Europe de l'Est, en Roumanie. Pour être plus précis, en Roumanie d'abord. Sergiu, comment ça se passe? Comment se passe l'accueil des réfugiés? Comment évolue la situation dans les pays et les territoires voisins et aussi la perception peut-être des événements dans votre pays et dans les territoires voisins qui n'ont pas tous le même statut. Je vous donne la parole, Sergio. Bonsoir, merci d'avoir organisé ce deuxième débat après le premier qui a été très, très intéressant. Je salue tout le monde. Donc, vu de Roumanie, les choses ont évolué depuis notre rencontre précédente, au sens où on s'attendait à un nombre beaucoup plus élevé de réfugiés, ce qui n'a pas été finalement le cas. On continue d'avoir plus d'une centaine de milliers de réfugiés en ce moment, mais c'est très loin des prévisions très élevées qui existaient avant l'éclat de cette guerre. Cela est dû notamment au fait que la pression est braquée sur la Pologne, où la plupart des Ukrainiens, pour des raisons très différentes, se réfugient. En partie, c'est dû aussi au fait que la Roumanie n'est pas membre de l'espace Schengen et donc la plupart des réfugiés, très très grande majorité, aimeraient bien avoir la possibilité de circuler au sein de l'Union européenne librement, ce qui n'est pas le cas avec un permis de séjour roumain qui est limitatif en ce sens. Ils ont le droit d'aller pour 90 jours dans des pays de l'Union européenne, mais c'est loin de la protection offerte par l'espace Schengen en ce qui concerne la libre circulation. Les autorités roumaines, dans un premier temps, ont fait face d'une manière spectaculaire avec la crise des réfugiés. Les autorités ont installé énormément quand il y a eu une pression énorme, notamment de la part des organisations non gouvernementales, pour ce faire, et cela s'est passé plutôt d'une manière positive, et le bilan initial a été même très laudatif par rapport à la performance de la Roumanie. Dans un deuxième temps, des problèmes logistiques surviennent et on les attaque d'une manière administrative parfois un peu lourde, mais globalement, je dirais que pour ce qui est de la gestion de la question des réfugiés sur l'espace arrivé, sur l'espace roumain, ça s'est plutôt bien passé. Pour ce qui est de l'attitude des autorités roumaines et du peuple roumain par rapport à la crise ukrainienne, on continue d'avoir une attitude particulièrement très pro-ukrainienne. L'antirussisme a augmenté. On a des recherches sociologiques qui montrent que l'opinion de la majorité des Roumains à l'égard de la Russie est de plus en plus mauvaise et que même les compagnons de route, les idiots utiles de Kremlin qui s'exprimaient avant la guerre et peut-être même dans les premières journées de la guerre, même ceux-ci finalement sont rendus compte finalement que leur attitude était très minoritaire et il y a très peu de gens qui s'expriment encore dans ces directions-là. La Roumanie est contente d'être finalement, et il y a une sorte d'auto-admiration des autorités roumaines, d'être
le rempart contre l'invasion venant de l'Est. Et c'est pour cela qu'il y a toute une mythologie de la résistance qui déferle dans l'espace public, dans les journaux, dans les médias. De ce point de vue, il y a peut-être le seul bémol sur l'estime de soi, c'est la comparaison avec la Pologne. On a l'impression, toujours, comme toujours dans l'histoire, au moins d'après 90, que la Roumanie fait moins bien que la Pologne. Voilà la Pologne qui est un pays vraiment radical en ce qui concerne la Russie, qui n'hésite pas à se mettre en danger et à proposer à l'OTAN, aux États-Unis, à ses alliés, d'intervenir plus directement dans le conflit pour protéger les Ukrainiens. Or, voilà, la Roumanie n'a jamais fait ce genre de pas et il y a peut-être juste une petite comparaison qui n'est pas dans l'avantage des Roumains et qui obsède notamment certains médias. Et maintenant, pour ce qui est de la Moldavie, parce que là aussi c'est important, l'évolution est assez intéressante et je dirais même préoccupante parce qu'au début de la guerre, il y avait une solidarité sans faille avec l'Ukraine et il y avait aussi l'idée que l'Ukraine devrait être maintenue en tant que telle par tous les efforts de la Moldavie puisque c'était le dernier rempart contre une invasion directe de la Russie, éventuelle invasion directe de la Russie en Moldavie. Or, on constate que depuis, si la gestion des plus de 90 000 réfugiés ukrainiens en Moldavie se passe plutôt bien, il faut dire entre parenthèses que la Moldavie bénéficie de financements européens, mais elle met en place un système très correct, au moins du point de vue des règles de l'accueil. Sur le plan diplomatique, on a connu une série de bras de fer. L'Ukraine a accusé la Moldavie de ne pas faire autant pour l'aider, notamment en mobilisant toutes ses ressources et en étant très critique par rapport à la Russie. Des réponses de Chisinau qui sont du genre on ne veut pas irriter la Russie davantage, on a déjà énormément de problèmes. Et puis des interventions de la part de l'ambassade russe qui de temps à autre jette dans l'espace public en Moldavie des questionnaires pour les russophones de Moldavie. Est-ce que vous vous sentez discriminé? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que vous êtes exclu de l'école, des institutions et ainsi de suite? Donc, toutes sortes de provocations de ce genre qui, bien sûr, font en sorte que la Moldavie essaye quand même d'éviter un conflit direct avec la Russie, aux grandes dames de l'Ukraine. Et le dernier épisode, c'était l'épisode des avions, des 6 MiG-29 qui apparemment existent encore en Moldavie et que la Moldavie avait refusé de mettre à la disposition de l'Ukraine. Alors, la Moldavie a rapidement mentionné que ces avions ne sont pas en état de fonctionnement et que de toute façon, un geste comme celui-ci aurait eu des conséquences très directes, peut-être la mobilisation de l'armée russe de Transnistrie, qui est en principe une force de maintien de la paix, mais on sait très bien qu'il s'agit d'une partie de l'ancienne 14e armée de l'URSS qui est bien armée. Il s'agit d'un millier de soldats bien armés et disons, très capable de faire des choses inouïes, de réagir d'une manière très peu contrôlable, y compris par les autorités de la Transnistrie même. Donc, la Moldavie vient d'entrer dans ce mini bras de fer avec l'Ukraine sur ces questions-là et la situation risque d'évoluer si la Russie continue aussi les provocations pour créer une sorte de désunion au sein de l'alliance pro-occidentale. Voilà très brièvement un petit point sur la situation et je pourrais revenir avec des précisions au cas où. Oui, merci beaucoup, Sergio. Est-ce qu'il y a de la peur
en Moldavie? Est-ce que les Moldaves sont plus ou moins convaincus d'être sur la liste géographique une fois que Odessa est tombé, etc. Géographiquement, la proximité est très nette. La Moldavie ne bénéficie pas de l'article 5 de l'OTAN. Donc, est-ce qu'il y a peur? Question toute brute. D'après les sondages, plus de 70% des Moldaves, oui, ont peur de cette situation, la trouvent très préoccupante et prennent de mesures. D'ailleurs, on a eu beaucoup de Moldaves qui ont décidé, entre le 24 février et le 20 avril plus ou moins, d'immigrer. D'ailleurs, la Moldavie était de toute façon un pays d'émigration énorme, mais là, on a eu un saut en nombre de personnes à émigrer, à quitter la Moldavie pour s'installer ailleurs, notamment en Roumanie, pour éviter un peu les conséquences d'une possible guerre. Le fait d'avoir récemment des événements d'ordre militaire, c'est-à-dire des bombardements à répétition sur des bases militaires près d'Odessa et même des charges contre Odessa, et puis l'épisode de la Moskva qui a coulé, les deux, oui, exercent une influence Mhm. négative sur l'opinion publique moldave et même sur les autorités à Chisinau qui se demandent que faire parce que de toute façon, telle qu'elle se présente maintenant, l'armée moldave ne pourrait pas faire face à quoi que ce soit, plus ou moins. Et les Moldaves sont très sûrs que malgré la fraternité avec les Roumains ne pourraient pas intervenir directement dans une guerre en entraînant l'ensemble des pays de l'OTAN dans celle-ci. Donc, la situation est tendue et elle le Mhm. reste. Très bien. Merci beaucoup pour cette évaluation de la situation, visiblement instable et plein d'incertitudes pour les semaines qui viennent. Vous avez parlé de la Pologne, du regard que jettent les Roumains sur la Pologne. Et c'est vrai que la Pologne est en première ligne, est aussi au premier plan, on peut dire, de toute cette crise importante. Et du coup, j'ai envie de demander à Magdalena, certes basée à Montréal, mais toujours avec un oreille en Pologne. Donc, comment ce pays a évolué pendant ce laps de temps, pendant ces 2 mois? Est-ce qu'on peut dire que ça a complètement changé, faire évoluer, modifier le statut de la Pologne en Europe, voire même au-delà? Comment vous ressentez ça et quels sont les échos que vous avez? Quelle est votre analyse de scientifiques spécialistes de cet espace? Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation pour cette deuxième table ronde. Si je peux me permettre, avant de répondre à la question directement sur la Pologne, je vais juste ajouter un petit point sur la question de la Moldavie parce Oui. que il me semble la question de la vulnérabilité de la Moldavie vient aussi de sa dépendance de l'énergie de la Russie. Et je pense que c'est important de mentionner que non seulement la Moldavie est à 100% dépendante du gaz de la Russie, mais aussi 80% de sa consommation de l'électricité vient de l'électricité produite à Kochurgan, qui se situe en Transnistrie, et c'est une entreprise qui est détenue par la compagnie russe basée à Moscou. Et les deux contrats, donc du gaz et de l'électricité, les deux contrats expirent au 31 avril cette année. Ce qui veut dire que présentement, il y a un risque d'une crise d'énergie majeure en Moldova. Et ça aussi contribue à la vulnérabilité, contribue à la peur dont Sergio a parlé. Je pense que c'est important aussi de voir que c'est un pays qui aspire à l'Union européenne, qui aspire à ce statut de candidat, mais en même temps est extrêmement dépendant
encore de la Russie. Ça peut être aussi vu comme une occasion de diversification, etc. Et c'est déjà fait, c'est-à-dire qu'il y a des pipelines qui traversent entre la Roumanie et la Moldavie avec un renversement de pipelines, etc. Mais ça ne suffit pas. Et en plus, les prix de ce gaz ou l'électricité produite autrement vont exploser parce que c'est des prix de marché qui vont juste, bref, pour la crise économique qui peut s'en suivre est extraordinaire pour la Moldavie, d'où la nécessité de vraiment faire attention à la Moldavie et de la soutenir dans cette vulnérabilité, cette position dans laquelle elle se trouve. Donc, pour être sûr, Magdalena, excusez-moi, mais la date d'expiration de ces contrats de livraison donc, de ressources, gaz et électricité, vous avez dit fin avril, c'est-à-dire dans quelques jours? Oui, le 31 avril pour le contrat pour l'électricité avec Couturgan et au 1er mai, on peut voir, on craint que le robinet du gaz va être fermé parce que en fait, bon, ça c'est des détails, mais oui. La Moldavie devait faire un audit de la dette qu'elle doit à Gazprom, ce qui n'a pas pu être fait à cause de la guerre notamment, et l'extension que Chisinau a demandé. Pour le moment, il y a un silence total. Gazprom n'a pas répondu à la demande d'extension de date limite. Donc, on craint qu'à partir du 1er mai, c'est un outil, ça a toujours été pour la Russie un outil, une ressource de négociation forcée, si on peut dire, un levier finalement pour pouvoir s'ingérer dans les décisions. D'où d'ailleurs, je pense qu'on peut pourquoi la Moldavie ne participe pas aux sanctions occidentales envers la Russie, c'est notamment ça, c'est cette dépendance et qu'elle doit quelque part négocier ses contrats de gaz et de l'électricité maintenant. Donc, c'est vraiment un bras de fer pour le moment entre les deux, où, bien entendu, le gros bout du bâton, c'est Moscou qui détient. Donc, oui, donc c'est quelque chose qui on verra dans les prochains jours, mais ça certainement contribue à la peur que les Moldaves peuvent avoir, non seulement de la guerre, mais de la crise économique, énergétique, etc. Donc voilà pour ma parenthèse oui. Sur la Moldavie et sur la Pologne. De la même façon que la Roumanie, la Pologne est extrêmement ouverte. Je pense que tout ça, dans les médias, c'est bien décrit, que les Ukrainiens rentrent même sans papier, dans le sens que même vous pouvez avoir des Ukrainiens qui rentrent en Pologne n'ayant pas de passeport, n'ayant pas d'autres documents qu'un certificat de naissance en ukrainien, en cyrillique, puis ils peuvent rentrer. Les maisons sont toujours grandes ouvertes, la société civile se mobilise. Cela étant dit, il y a peut-être deux choses qui sont inquiétantes, ou en tout cas qui ressortent maintenant des médias en Pologne et pas seulement. C'est que d'un côté, ça fait déjà 2 mois que la pression migratoire est extraordinaire. On parle de presque 3 millions de personnes qui sont rentrées en Pologne, 3 millions. Donc la pression est extraordinaire. Si au début tout le monde ouvrait les portes pour héberger des personnes réfugiées, les femmes et les enfants majoritairement, maintenant un peu, vous pouvez vous imaginer qu'au bout de 2 mois d'avoir quelqu'un dans votre salon, votre vie quotidienne est un peu perturbée. Et donc, de plus en plus, il y a une difficulté pour trouver des hébergements, non seulement parce que la quantité est extraordinaire, mais aussi parce qu'à un moment, la population se dit, mais d'accord, si c'est transitoire, temporaire, mais puisqu'on accueille, puis on ne sait pas jusqu'à quand est-ce que ces personnes vont pouvoir soit transiter ailleurs, soit avoir leur propre appartement, etc. C'est un peu plus difficile maintenant. Et il y a 2 choses donc qui sont critiquées en fait en Pologne présentement, surtout par bien sûr l'opposition, c'est que
il manque le gouvernement ne mettrait pas en place suffisamment un système d'accueil et d'intégration aux réfugiés et que donc il y a comme il délègue la responsabilité d'accueil finalement à la société civile et aux municipalités. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que présentement, bon, comme j'ai mentionné, c'est surtout la moitié de ces réfugiés, ce sont des enfants. Donc, le système d'éducation est complètement débordé, il craque. La question d'emploi aussi se trouve, ce sont des femmes et des enfants et des personnes âgées. Donc, leur trouver de l'emploi, ce n'est pas si évident que ça. Et le système de santé, qui n'étaient peut-être pas des meilleurs non plus, déjà en partant, il y a des problèmes là aussi. Un deuxième, peut-être un deuxième enjeu en Pologne, c'est cette deuxième frontière qu'on a, celle avec la Bélarus, où il y a aussi une pression migratoire depuis l'été 2021, dont tout le monde avait parlé. Maintenant, on en parle beaucoup moins, mais il y a quand même aussi donc des réfugiés venant du Moyen-Orient qui se trouvent à la frontière, bloqués à la frontière entre la Bélarus et la Pologne. Et donc, il y a cet enjeu de deux poids, deux mesures. Hein. D'un côté, on fait entrer les Ukrainiens à bras ouverts à millions par million, et de l'autre côté, on bloque donc des réfugiés du Moyen-Orient qui nous viennent par la Bélarus. Et bien entendu, un bilan sera fait de tout ça, puis on peut avoir des différentes opinions. Ce sont deux quand même vagues différentes de réfugiés, si on peut dire. D'un côté, la justification de la Pologne, du gouvernement polonais, c'est que d'un côté, il s'agit d'une guerre hybride menée par Loukachenko en Biélorussie en manipulant, instrumentalisant les réfugiés, en les faisant venir du Moyen-Orient pour les pousser vers l'Union européenne et ainsi créer des tensions à l'intérieur de l'Union européenne. Et de l'autre côté, vous avez ces réfugiés, femmes, enfants et personnes âgées qui fuient directement la guerre, etc. Donc, il y a cette justification-là. Maintenant, l'histoire nous dira la question de la question éthique de tout ça est extrêmement importante quand même à soulever. Et ce n'est pas juste la Pologne qui, bien entendu, a ce problème-là. Ici, au Canada, puisque je suis au Canada, il y a déjà aussi des discussions là-dessus, sur le deux poids, deux mesures. Comment ça se fait que pour les Ukrainiens, on fait ceci, cela, on crée des canaux spéciaux pour qu'ils viennent en grand nombre au Canada, alors qu'on ne l'a pas fait, ou en tout cas, on a fait des promesses, mais on n'a pas fait pour les réfugiés afghans, etc. Donc, il y a tout ça probablement qui sera encore sur nos agendas de recherche, mais aussi les médias s'en emparant de cette thématique, certainement. Donc, pour brièvement, sur la position de la Pologne, je ne suis pas sûre que je ne sais pas si le statut ou la position de la Pologne va changer. Je ne pense pas que personne ne va oublier les questions les enjeux de l'état de droit, etc. Ça va revenir c'est encore sur l'agenda. On l'a même pu repousser parce que maintenant la Pologne a besoin d'aide pour accueillir les réfugiés. Puis c'est à son honneur, bien entendu, de le faire avec autant avec un accueil aussi extraordinaire. Mais ces questions sur l'état de droit ne seront pas oubliées. Et donc, moi, je pense qu'on est plus en matière de la perspective de la Pologne sur la sécurité, sur la diversification de l'énergie, etc. Je pense que la Pologne pourra avoir un poids plus important dans le futur. Je rappelle par exemple que cette idée d'achat commun de matières énergétiques, d'achat commun que les 27 membres de l'Union européenne achètent ensemble les ressources énergétiques, c'était déjà mis sur la table par la Pologne en 2010 et ensuite après 2014. Donc il y a quand même des idées peut-être qui vont être plus prises au sérieux dans cette perspective en matière de sécurité et peut-être diversification d'énergie, mais pas nécessairement en d'autres enjeux. Donc, ça va être selon les enjeux, les différentes alliances et différents rapports de pouvoir
vont se créer. Je ne pense pas que c'est comme vraiment une position au statut de la Pologne qui va changer autant que tel. Je m'arrête là pour laisser les autres parler. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur le rôle des municipalités dans l'absorption du flux migratoire, qui n'est pas sans rappeler que c'est bien les villes qui ont fait face en 2015-2016 en Allemagne également, et l'État fédéral a laissé à désirer, disons, dans sa capacité de réaction. Et c'est les maires qui étaient en première ligne et qui ont géré et résorbé ça. Donc très intéressant ce parallèle, et quand on pense qu'un pays franchement riche comme l'Allemagne a eu un mal fou à s'en sortir en 2015-2016 avec un tiers du nombre qui est arrivé en Pologne maintenant en l'espace de quelques semaines. On ne peut qu'être admiratif de la manière dont c'est géré jusqu'ici, notamment par une société civile et des municipalités justement extrêmement réactifs. On va voir vers où cela nous mène par la suite, mais c'est très intéressant. Je vais bien abuser encore 5 minutes de vous, Magdalena, pour élargir la perspective. On a parlé de la Roumanie, on a parlé de la Pologne, on a parlé de la Moldavie. Est-ce que sur ces 6 dernières semaines, on a appris des choses sur les autres acteurs ou acteurs secondaires aussi de toute cette grande crise, comme bien sûr les 2 protagonistes en Russie, en Ukraine, mais aussi ceux qui regardent de manière plus ou moins angoissée, comme en Géorgie ou en Arménie ou en général dans le Caucase. Dites-nous, qu'est-ce qui mérite d'être retenu sur ces 6 semaines? Oui, je vais peut-être commencer par la région. Dans la région, je pense ce qu'on voit, et ce n'est pas nouveau, mais disons, je pense que c'est quelque chose qui ressort de cette guerre en Ukraine, c'est la vulnérabilité de la région qui est entre l'Europe et la Russie. La vulnérabilité parce que notamment, ils n'ont pas des pays comme la Moldavie dont on a parlé, mais aussi la Géorgie, n'ont pas de garantie de sécurité de personnes. Ils ne sont pas membres d'alliance quelconque, et qui sont, de par notamment des infrastructures qui datent encore de l'époque soviétique, et ils sont encore dépendants de la Russie. Donc, je pense que cette région entre les deux, ils sont vraiment vulnérables. Donc, d'un côté, les Moldaves ont peur, les Géorgiens ont peur aussi. Mais il y a une différence entre les deux. Les Géorgiens, c'est intéressant parce qu'en Géorgie, en fait, la grande majorité de la population aimerait que la Géorgie appuie les sanctions occidentales, que la Géorgie soit beaucoup plus proactive et beaucoup plus active dans ses actions, dans ses politiques contre la Russie et pour soutenir l'Ukraine. Et le gouvernement, en fait, c'est le gouvernement qui est beaucoup plus hésitant et qui maintient la ligne des politiques de normalisation avec la Russie pour ne pas la provoquer et ainsi provoquer un deuxième front sur la guerre, donc une attaque éventuelle de la Russie sur le front géorgien, avec bien entendu l'utilisation des régions séparatistes qui se sont autoproclamées indépendantes, donc l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, où stationnent les troupes russes, tout comme c'était mentionné dans le cas de la Transnistrie. Donc vous avez certainement des jeux politiques en Géorgie présentement, donc le gouvernement contre l'opposition, des grosses manifestations dans la rue pour soutenir l'Ukraine, et dans les régions séparatistes, donc en Ossétie du Sud et en Abkhazie, en fait, c'est l'appui inconditionnel à la Russie. Donc, vous avez un discours qui est
tout à fait calqué sur le discours de Moscou et un appui inconditionnel, incluant les troupes abkhazes et ossètes qui sont envoyées sur le front en Ukraine. Donc, je pense que ça c'est peut-être la grande leçon. Il va falloir réfléchir un peu à qu'est-ce qui va advenir avec ces régions qui sont entre l'Europe et la Russie, et de peut-être être plus prudent ou plus attentionné à leur égard, parce qu'ils sont extrêmement vulnérables dans cette composition géopolitique. Les autres acteurs, je pense... vous interromps juste une petite seconde parce que Sergio a levé la main pour peut-être rebondir sur un des aspects que vous avez mentionné. Donc, Sergio... Non, je la laisse terminer et puis je reviens pour une minute. Allez-y, parce que j'allais passer à l'Ukraine et à la Russie, donc... Oui, c'était lié à la Transnistrie. Donc, allez-y et terminez et puis je reviens. La Transnistrie est un cas intéressant pour les États de facto et sa position de neutralité. Mais on peut en parler, on ne va pas accaparer la discussion ici. Mais je pense, vous avez demandé qu'est-ce qu'on a appris sur les autres acteurs. Bon, les acteurs principaux, l'Ukraine et la Russie, je pense que ça vaut la peine quand même d'en parler un tout petit peu. Et je pense qu'il y a deux choses qu'on a appris et qu'il faut retenir, je pense, sur l'Ukraine. Je reviens sur la question de société civile. Donc, on a toujours, avant le conflit, avant la guerre, on avait toujours cette image de l'Ukraine corrompue, démocratique, mais pas vraiment, etc., etc. Mais ce qui la tient, c'est la société civile. Puis elle a maintes reprises déjà montré sa capacité de mobilisation, d'unité, d'organisation, etc. Et elle est extrêmement bien organisée, et d'où la résistance qu'on observe. Et c'est notamment grâce à non seulement une volonté de se battre, etc., mais c'est une organisation véritable au sein de la société civile basée sur des choses qui ont été construites bien avant. Donc, je pense que la force de la société civile, c'est quelque chose qui est à prendre en ligne de compte pour le développement futur de la démocratie en Ukraine, qui, selon moi, a de fortes chances de se mettre en place véritablement, conditionnellement, bien entendu, à la fin de la guerre. Deuxième chose, c'est cette division entre les russophones et les ukrainophones dont on parlait toujours, Est-Ouest, pro-Ukraine, pro-Russie, etc., etc. Un discours qui a toujours été alimenté par Moscou, hein, donc c'est certainement aussi de façon instrumentale, cette division était alimentée et soutenue. Mais ce qu'on voit en fait, et ça on le voit déjà à partir de 2014, c'est que c'est les différences entre les russophones et les ukrainophones n'ont rien à voir avec être pro-russe ou pro-ukrainien. Donc on le voit à Kharkiv, on le voit à Mariupol, on le voit à Kherson qui est occupée par la Russie. Et de façon intéressante à suivre, le 27 avril, donc dans 2 jours, il y aurait un référendum organisé par Moscou dans la région de Kherson contre l'indépendance de Kherson. Donc il y a une création artificielle finalement d'une autre région séparatiste autoproclamée indépendante, avec le référendum, avec tous ces outillages qu'on a déjà vus dans le Donbass, dans le Luhansk en 2014, en Crimée, etc. Donc c'est à suivre, mais cette division à Kherson, notamment, ce qu'on voit, c'est que c'est par la pacification qu'on mène ce référendum, c'est-à-dire qu'on élimine de façon systématique toute opposition, toute résistance. Notamment, on envoie des opposants dans des camps, apparemment. Enfin, c'est toute une information à vérifier, dans des camps en Russie. Donc ça, je pense que c'est important à retenir. Donc la force de la société civile et les divisions russophones, ukrainophones, n'en parlons plus. Donc voilà. Et pour la Russie, je pense qu'il y a une chose principale, je dirais, qui est à retenir, c'est que on a tous été surpris de voir l'offensive de la Russie
au-delà du Donbass, donc l'offensive sur Kiev, etc. Et même, donc, on savait que la Russie utilise les territoires séparatistes comme levier dans son jeu géopolitique, mais on n'a pas anticipé la portée idéologique des actions du Kremlin. Et je pense que ça, c'est quelque chose que, bon là, je parle en sciences sociales notamment, on a beaucoup mis l'accent sur des stratégies des acteurs dans un jeu géopolitique, calcul co-bénéfice, etc. Puis on a complètement évacué la variable idéologique, culturelle, des schémas cognitifs. Ça existe dans la littérature. Gerald Toal qui parlait de culture géopolitique. Il y a d'autres auteurs qui en parlent, mais on a comme évacué cette dimension idéologique au nom de laquelle, présentement, Poutine agit. Hein? Donc, Poutine est en mission. Il est en mission civilisatrice. Il est en mission civilisatrice, ça veut dire qu'il y a des dommages collatéraux. On va parler tout à l'heure des crimes commis en Russie, mais c'est considéré comme un dommage collatéral pour l'atteinte des objectifs d'émancipation des peuples opprimés. Je vous parlais de différentes provocations et en fait, on nourrit ce discours et ces tensions-là pour émanciper ensuite au nom d'une idéologie, d'une civilisation. Et ce qui est aussi, je pense, important, c'est de noter que ce n'est pas juste M. Poutine. Et il y a quand même des gens en arrière de lui qui croient aussi en cette mission. Et ça veut dire beaucoup sur l'étude qu'on doit faire encore sur la socialisation, il y a la désinformation, la propagande, le contrôle des médias, bien entendu, il y a tout ça. Mais il y a aussi une certaine socialisation de différentes générations qui s'est fait en cours de route, qui crée cette culture géopolitique ou prédisposition symbolique, comme dirait Stuart Kaufman, etc., et qu'on a évacué de nos cadres analytiques. Et je pense que dans le futur, il va falloir qu'on le réintègre pour pouvoir comprendre que Poutine et ceux qui le suivent, ce ne sont pas des gens irrationnels et fous. C'est trop facile, trop simpliste comme explication, tout simplement. Il y a autre chose en arrière. Oui, alors je pense que je vous donne entièrement raison là-dessus. Et il me semble aussi, si je peux jeter ça en pâture sans m'alourdir là-dessus, que c'est aussi le problème de compréhension le plus lourd qu'affronte la société allemande actuellement, qui n'arrive pas à réintégrer cette dimension des croyances, des missions idéologiques qui sont subordonnées à tout. Et donc ça, c'est assez intéressant de penser dans cette dimension-là aussi, parce que ça ouvre la perspective malheureusement, j'allais dire, à d'autres options qui sont sur la table, qui nous paraissent effectivement irrationnelles, mais qui ne le sont pas dans le cadre de ces croyances que vous venez d'esquisser. Donc, aspect très, très intéressant. On revient rapidement sur le cas de la Transnistrie. Sergio, je regarde aussi la montre. Vous devez partir dans quelques minutes. Donc, faites vite dans votre propre intérêt, voilà, j'ai envie de dire. Et on va passer ensuite au droit. Sans vouloir monopoliser le débat, bien sûr, mais comme je vais partir, il y a quelque chose qui se passe sous nos yeux actuellement. Donc, la Transnistrie, qui est une région séparatiste, officiellement une partie de la Moldavie, mais de facto, depuis le début des années 90, une région quasi indépendante contrôlée par Moscou, semi-contrôlée, à demi-contrôlée par Moscou, parce que là, il y a une histoire plus complexe. Donc, il y a quelques heures, on a eu un incident qui confirme justement ce que Magdalena vient d'esquisser aussi. Il y a un faux attentat apparemment au ministère de l'Intérieur autoproclamé dans la capitale de la Transnistrie, Tiraspol, des tirs de roquettes en plein jour contre le siège du ministère de l'Intérieur. Et donc la Russie qui demande des comptes à tout le monde, la Transnistrie qui demande des comptes à tout le monde,
les Ukrainiens et les Moldaves maintenant déclarent que c'était bien sûr une mise en scène de la Russie par ses agents pour avoir une raison afin de mettre quelque chose en mouvement, probablement dans les jours qui viennent, en Transnistrie et donc en Moldavie. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive sous nos yeux et le bras de fer sur la Transnistrie est maintenant ouvert. On passe à un nouveau niveau d'alerte, pour ainsi dire, international autour de la Transnistrie, ce qui problématise davantage notre discussion sur les régions rebelles, sécessionnistes et le rôle joué par la protection, entre guillemets, des minorités russophones de ces régions dans la logique néo-impérialiste poutinienne. Merci beaucoup, Sergio, pour cette information complémentaire. Bien, alors on a fait un tour d'horizon. J'ai vu que notre ami Olivier Brunet a laissé un mot sur le chat pour rappeler aussi le rôle de la République tchèque dans l'accueil des réfugiés actuellement. Et c'est vrai, on l'a vu dans les médias, que là aussi, il y a une mobilisation tout à fait admirable de la société civile. Et il a raison, ça mérite d'être mentionné. Maintenant, on a autour de la table pas forcément une experte sur la République tchèque. Donc, du coup, elle est passée un petit peu sous le radar, mais on a bien compris le sens de cette intervention et elle est parfaitement juste. Donc, j'ai envie de prendre un tout petit peu de recul. On a fait un vrai panorama sur 45 minutes et c'est important parce qu'on est tous en apprentissage géographique, ça c'est clair. Certains d'entre vous sont de vrais experts, d'autres découvrent ou se familiarisent davantage avec cette région de notre continent. Pour ma part, j'ai dû apprendre au cours de la saison de la Ligue des Champions que le Sheriff Tiraspol jouait en fait au nom de la Moldavie dans la Ligue des Champions. Tout ça, c'est très compliqué, mais on apprend comme on peut cette complexité géographique qui en plus donc, est en mouvement puisqu'on ne sait pas jusqu'où ils vont s'arrêter pour citer Coluche dans une de ces phrases grammaticalement un peu bancales, mais ô combien remplies de sagesse. Alors, donc, pour prendre du recul, j'ai envie de me tourner vers notre collègue Sarah Casella, parce que j'ai envie de parler des mots qui sont utilisés dans la propagande, dans l'analyse, dans les médias, hein, tout se mélange. Sergio nous donne un exemple d'une mise en scène potentielle qui vient de se produire. On s'accuse mutuellement de génocide, on s'accuse de crimes de guerre, des mots qui dans les médias sont utilisés très différemment que dans le droit international. Est-ce que, Sarah, vous pouvez nous mettre un peu d'ordre dans tout ça, s'il vous plaît? Comment est-ce que tout ça s'est reçu sur le plan juridique? Vous nous avez parlé aussi de la Cour de justice internationale et de la Cour pénale internationale la dernière fois. Est-ce que des positions ont évolué? Est-ce que des enquêtes ont été ouvertes? Je vous écoute. Aidez-nous à voir plus clair sur le plan du droit international. Alors, tout d'abord, merci aussi pour cette belle initiative de deuxième conférence. Vraiment, moi, j'apprends énormément de choses et je trouve ça très intéressant d'avoir ces regards croisés. Alors, vous aider à y voir plus clair, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, la première remarque que j'aurais et qui est quand même assez forte ici, c'est que manifestement, depuis le tout début, le droit est un enjeu de communication et peut-être rarement de façon aussi forte et par toutes les parties, hein, par les deux parties au conflit avant tout et par d'autres d'ailleurs, vous l'avez tout à fait évoqué, les journalistes, les chefs d'État étrangers, on voit bien le président des États-Unis, quelle est la réaction du président français sur les termes qu'il faut utiliser, pas utiliser, etc. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, c'est un peu ce que j'avais évoqué la dernière fois, le président russe lui-même, hein, il n'ignore pas le droit international. Alors, il évoque des arguments assez invraisemblables, mais c'est lui qui est le premier à parler de génocide. Hein.
parce que c'était l'une de ses justifications, c'est-à-dire l'opération militaire spéciale, ce qui est une agression en droit international si on veut utiliser les termes corrects, et se base sur le fait de mettre fin au génocide de la population russe dans le Donbass, etc., orchestré par les autorités ukrainiennes. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et donc, évidemment, il y a une utilisation stratégique de part et d'autre d'un certain nombre de termes. Or, il faut quand même rétablir un peu ce qu'est la signification juridique, malheureusement, des différents crimes internationaux les plus graves qui potentiellement sont, puisqu'il faut quand même être assez prudent tant que l'enquête n'est pas terminée, évidemment, sur la consistance exacte de ces crimes. Et donc, il y a probablement deux façons, deux points de vue qu'on pourrait développer sur cette question. C'est quelle est l'entité des crimes potentiellement commis en Ukraine du point de vue du droit international et pourquoi, quelle est l'utilisation stratégique, notamment pourquoi on renvoie au génocide qui, malheureusement pour les victimes, ça ne change pas grand-chose, la qualification évidemment, mais en revanche, ça fait appel du point de vue émotif, etc., ça fait évidemment appel à un soutien encore plus grand. C'est considéré comme le crime international le plus grave et on comprend pourquoi. Donc, d'abord, si je me penche sur le droit international, que dit le droit international ? Eh bien, tout d'abord, on a beaucoup parlé de crimes de guerre. Et les crimes de guerre, pour être démontrés, il faut tout d'abord démontrer qu'il y a un contexte de conflit armé. Bon, là, je crois qu'on n'a pas de difficulté à dire qu'il y a un contexte de conflit armé international. Et ensuite, il faut démontrer qu'il y a toute une série de violations du droit de la guerre, des règles du droit de la guerre, notamment le fait qu'il ne faut pas cibler les populations civiles, qu'il ne faut avoir que des objectifs militaires, qu'il ne faut pas cibler les lieux spécialement protégés comme les lieux sanitaires, les biens sanitaires, le personnel sanitaire par exemple, etc. Donc ça, c'est une première chose. Alors, sur le fait qu'il y ait eu des crimes de guerre ou qu'il y ait des crimes de guerre en Ukraine, même en attendant le résultat des enquêtes, et on a quand même des informations quasiment en direct. C'est quand même, on a un certain nombre de premières informations qui font penser qu'il y a eu toute une série de crimes de guerre, pour certains d'ailleurs à peu près reconnus par les autorités russes. Quand je pense à la maternité de Mariupol qui a été visée par des attaques, la réaction du ministre des Affaires étrangères russe n'a pas été de dire « non, on n'a rien fait, ce n'était pas nous, alors c'était une erreur, etc. » C'était de dire « ça a été visé parce qu'à l'intérieur, il y avait des combattants ukrainiens retranchés ». C'était le fameux argument d'une sorte de, pas bouclier humain, mais dans ce cas-là, d'objectif qui deviendrait un objectif militaire. Donc, ce qui en creux implicitement veut dire ça a été visé intentionnellement. Donc, c'est ce qui, pour le coup, étant un bâtiment spécialement protégé, ce n'est pas possible. Même à la rigueur, s'il y avait eu effectivement des combattants, ce qui manifestement n'était pas le cas. Donc, il y a cette première question qui est celle des crimes de guerre qui, très probablement, effectivement, enfin, on peut dire quand même, et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant en l'espèce, c'est qu'on a des enquêtes, on a d'ailleurs des milliers d'enquêtes qui ont été ouvertes par la procureure d'Ukraine, qui sont menées pendant le conflit armé. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez, pas totalement novateur, mais quand même assez intéressant. C'est assez rare qu'il y ait une telle masse, une telle quantité d'enquêtes qui sont menées à l'aide d'ailleurs en partie d'enquêteurs étrangers pendant le conflit lui-même. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Et puis effectivement, il y a eu ces différentes allégations visant le génocide. Alors, le président ukrainien en a parlé, le président américain en a parlé également. Il y aurait un génocide en ce moment en Ukraine. Alors, là, la question est très différente parce que pour prouver qu'il y a un génocide, il faut non seulement démontrer évidemment qu'il y a toute une série d'actes très graves tels que meurtre, le fait d'affamer la population, de la déporter, de la mettre en condition de dépérir. Enfin, malheureusement, il y a différentes façons de faire. Mais en plus, il faut démontrer une intention génocidaire. Et c'est ça l'élément qui est très difficile à prouver. C'est-à-dire, il faut démontrer que ces exactions sont commises avec l'intention d'éliminer
totalement une partie de la population en raison de l'une de ses caractéristiques, qui peut être, comme on le sait malheureusement, ethnique, religieuse, raciale, etc. Et là, on comprend où est l'enjeu, où est la différence. C'est-à-dire qu'autant un crime de guerre peut être commis simplement par un soldat, c'est-à-dire sans qu'il y ait un commandement très élevé, on commet une bavure, une exaction, etc. Autant un génocide ne peut être planifié qu'au niveau le plus élevé de l'État, c'est-à-dire très concrètement, si on dit il y a un génocide, on accuse directement Vladimir Poutine. Forcément, le génocide est planifié par les autorités les plus élevées. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va chercher la preuve et qui, évidemment, ici serait très difficile à chercher. Il faudrait arriver à trouver des documents, des témoignages qui prouvent que Vladimir Poutine et certains de ses conseillers ont donné des ordres pour qu'on élimine totalement une partie au moins de la population ukrainienne en raison d'un élément qui la distingue, etc. etc. Donc, on comprend que c'est quand même quelque chose qui est très difficile à prouver et on comprend aussi quelque part pourquoi. Par exemple, le président Zelensky utilise cette qualification, c'est aussi évidemment pour obtenir un soutien quelque part. Si on parle de génocide, ça fait quand même appel à quelque chose qui est particulièrement grave et notamment dans l'esprit évidemment collectif en plus, puisque malheureusement on en a connu en Europe et pas seulement, puisque notamment on a eu évidemment le génocide rwandais qui est assez récent. Alors, on pouvait se dire peut-être jusqu'à il n'y a pas très longtemps que ça paraissait une qualification quand même peut-être un peu éloignée de la réalité, enfin ça paraissait peut-être un peu difficile. Il y a eu quand même un petit tournant dans le langage, en tout cas des autorités russes, ce qui ne veut pas dire que dans les faits, il y ait génocide, mais un tournant qui est un peu inquiétant de ce point de vue-là, et notamment qu'on a entendu dans le discours du président russe, je ne me souviens plus exactement à quel moment il a eu lieu, mais c'était en mars, lorsqu'il a commencé à parler, enfin, le discours du début des autorités russes était un peu celui qu'évoquait Magdalena tout à l'heure. Il faut ramener dans le droit chemin nos cousins ukrainiens qui ont été un peu dévoyés par ces volontés de démocratisation, etc., mais qui était plutôt une mission civilisatrice de la part de la Russie. Là, quand même, le discours du président russe, c'était il faut épurer, nettoyer ceux qui ne sont notamment pas d'accord avec cette mission civilisatrice, ceux qui continueraient à résister, c'est-à-dire qui ne voudraient pas céder à cette mission, etc. Et malheureusement, ce sont quand même des termes qui, du point de vue quand même de la sémantique, sont dans le giron de ce que l'on connaît malheureusement historiquement, du point de vue de génocides qui ont été commis et où on a pu prouver qu'ils avaient été planifiés. Et non seulement lui a utilisé ces termes-là pour la première fois dans ses discours, mais un certain nombre de ses conseillers ont commencé à écrire aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire il faudrait... encore, il y avait les termes de nettoyer, en tout cas c'est ce qui a été traduit de cette façon-là, toute la partie de la population qui n'adhère pas ne veut pas revenir sur cet errement, etc., etc. Ça ne veut peut-être pas dire qu'on en soit là, mais c'est quand même une rhétorique qui a quelque chose d'assez inquiétant et qui peut peut-être expliquer aussi, par exemple, pourquoi, en partie seulement, pourquoi le président des États-Unis dit « Oula, il y a un génocide » de façon assez alarmante, peut-être pas que pour cette raison, mais en tout cas, il y a un peu un tournant, au moins dans la façon de s'exprimer des autorités russes de ce point de vue-là. Alors, la question, c'est qui, pour l'instant, il y a des enquêtes en cours, qui pourrait juger ces crimes, finalement, c'est la question qui est posée. Et en réalité, il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire que d'abord, il y a des tribunaux tout simplement nationaux qui pourraient juger les individus pour ces crimes. Par exemple, en France, ont été déposées des plaintes par rapport à des victimes qui avaient aussi la nationalité française. Donc, il y a, je crois, au moins 3 plaintes pour crimes de guerre en France. Et il y en a dans d'autres États. Alors, et puis en Ukraine, bien sûr, tout simplement parce qu'un certain nombre d'États ont ce qu'on appelle la compétence universelle, ont instauré une compétence universelle pour ces crimes.
C'est-à-dire que les juridictions pénales de l'État peuvent s'en saisir, même s'il n'y a pas de lien direct avec l'État en question. C'est-à-dire les crimes n'auraient pas été commis sur son territoire, les auteurs n'auraient pas sa nationalité, ni les victimes, mais on pourrait quand même les juger. Donc ça, c'est une hypothèse possible. L'autre hypothèse, c'est celle de la Cour pénale internationale. Alors, pour quelles raisons, en réalité ? Parce qu'il existe un principe très important qui est le principe de complémentarité, c'est-à-dire que la Cour pénale internationale n'est censée intervenir qu'en dernier lieu pour éviter toute impunité dans deux circonstances, soit si les tribunaux de l'État qui seraient compétents n'ont pas les moyens de juger ces crimes, par exemple parce qu'on est en plein conflit et de fait, on ne peut pas appréhender les personnes accusées de ces crimes, on ne peut pas concrètement les juger, soit n'auraient pas la volonté de le faire. Imaginons qu'on dise aux tribunaux russes, vous pouvez juger les hauts militaires pour des crimes, on imagine que probablement ça serait un peu compliqué, notamment dans ces circonstances. Dans ces cas, c'est la Cour pénale internationale qui peut juger. Alors, en l'espèce, pour l'instant, on n'en est pas là. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête, mais elle ne fait qu'aider pour l'instant les autorités ukrainiennes, notamment à réunir les preuves des différents crimes potentiels. En revanche, là où la Cour pénale internationale aurait un intérêt direct, c'est sur deux points. Le premier, ça serait éventuellement pour juger potentiellement Vladimir Poutine pour un crime international, parce que lui ne pourrait pas être jugé par un tribunal d'un autre État puisqu'il bénéficie d'une immunité de juridiction en tant que chef d'État étranger en exercice. Donc ça ne serait pas possible. Les tribunaux se déclareraient incompétents de n'importe quel État. Mais l'immunité n'existe pas dans la Cour pénale internationale. La difficulté, en revanche, serait évidemment de l'appréhender et de l'emmener devant la Cour. Mais potentiellement, on aurait besoin de la Cour si on voulait le faire. La deuxième chose, c'est par rapport aux crimes d'agression, c'est-à-dire parmi les crimes internationaux qui semblent avoir été commis ici, il y a le crime d'agression, donc d'utiliser la force contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État. Ça a été défini par l'Assemblée générale des Nations unies. Bon, là, il n'y a pas énormément de doutes, mais la grosse difficulté, c'est que ni l'Ukraine ni la Russie n'ont reconnu la compétence de la Cour pour le crime d'agression. Pour ce crime spécifique, il faut une reconnaissance de compétence. Et c'est la raison pour laquelle certains juristes ont appelé à créer un tribunal spécial international, comme il en a déjà existé, par exemple pour le Liban, pour la Sierra Leone, etc., qui pourrait juger potentiellement du crime d'agression qui aurait été commis. Donc, ça, c'est du point de vue du droit pénal international, c'est-à-dire du jugement des individus pour les crimes commis. Maintenant, en revanche, vous avez cité la Cour internationale de justice. Alors, elle s'est prononcée le 16 mars, donc peu de temps après que nous nous soyons réunis d'ailleurs. Mais la Cour internationale de justice, elle, tranche les litiges entre États. Elle ne juge pas des individus. Et donc, très, très vite, l'Ukraine a eu une stratégie judiciaire internationale tous azimuts, c'est-à-dire elle a poussé pour qu'on saisisse la Cour pénale internationale, elle a saisi, elle, la Cour internationale de justice, et elle a saisi sur le fondement de la Convention contre le génocide. D'ailleurs, on retrouve à nouveau cette question-là. C'est un peu technique, donc je ne vais pas développer ce point, mais en revanche, s'il y a des questions, évidemment, je répondrai volontiers. Et la Cour s'est prononcée pour l'instant seulement en urgence, c'est-à-dire elle ne s'est pas prononcée sur le fond de l'affaire, ça prendra des années concrètement. Mais en revanche, l'Ukraine avait aussi demandé une ordonnance en urgence pour que la Cour ordonne à la Russie, en attendant l'arrêt sur le fond, de cesser l'opération militaire, de cesser d'agresser l'Ukraine. Et ce qui est assez intéressant, alors la Cour s'est prononcée, évidemment, elle a dit que la Russie devait immédiatement cesser son intervention militaire. D'habitude, elle est très précautionneuse dans ses ordonnances. Là, on sentait qu'il y avait un élément d'émotion. Chez les juges de la Cour, elle a été un peu plus loin que d'habitude pour dire qu'il y avait une grave violation des règles de droit international. Évidemment, il aurait fallu être naïf pour espérer à court terme que ça arrête les chars russes. Bien évidemment, ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est assez intéressant, encore une fois, dans la réaction russe, c'est que la Russie n'a pas balayé d'un revers de main l'ordonnance en disant « bon, la Cour internationale de justice ». Non, l'argument était on aurait bien voulu appliquer l'ordonnance, qui par ailleurs est obligatoire, mais on ne peut pas
puisqu'on vous dit depuis le début que nos intérêts sont en danger en Ukraine et qu'on est en train de sauver la population, de sauver la situation. Donc, c'était un argument, encore une fois, assez peu recevable, bien sûr, mais une tentative d'argumenter finalement par rapport à ce qu'avait dit la Cour. Et en revanche, ce qu'on peut voir, alors évidemment, c'est très décevant. C'est très décevant pour ce qui se passe à court terme. C'est terrible par rapport aux victimes de ce qui se passe en ce moment. Mais en revanche, à moyen long terme, ça n'est pas inintéressant parce que ça a permis l'organe international qui a la qualité pour dire le droit international, a permis de dire clairement que l'argumentation russe pour justifier cette guerre était fausse de A à Z. Et ça permet au moins temporairement d'enlever cette argumentation. Et d'ailleurs, plus personne, enfin on ne l'a plus du tout entendu, en tout cas, de la part des autorités russes depuis. Aussi parce qu'en droit, il faut toujours, on est beaucoup dans le temps long et il faut avoir présent à l'esprit la possibilité de créer des précédents. C'est-à-dire que même une argumentation qui peut paraître saugrenue de justification du recours à la force, si elle n'est pas contrée très vite, peut potentiellement créer un précédent et rien n'empêche que d'autres États qui seraient tentés d'avoir le même comportement, ensuite reprennent cet exemple. Donc là, on a quand même un élément qui n'est pas inintéressant, qui évidemment, malheureusement, à court terme, ne change rien à la situation ni à l'attitude de la Russie, en tout cas du point de vue du recours à la force. Un grand merci, Sarah, pour cette mise en perspective. Je suis très sensible à ce que vous dites sur la surenchère sémantique qui a lieu, qui est toujours, dans les cas génocidaires qui se sont avérés des années après, est toujours là pour préparer le terrain, en quelque sorte en justification anticipée de ce qui va venir par la suite. Et ça passe toujours par les mots. On a bien pu étudier ça dans l'Allemagne nazie notamment, à quel point le langage était déterminant, non seulement dans la mise en œuvre, mais aussi dans l'acceptation au fur et à mesure par une bonne partie de la population de ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Je regarde en même temps sur le chat s'il y a des demandes de spécification. Donc, c'est à suivre et vous avez bien fait de rappeler que la justice se place forcément dans le temps long. Quand on pense que le Rwanda, c'était au milieu des années 1990 et c'est bien en 2021 que l'enquête a été terminée pour la France et qu'un genre de réconciliation diplomatique a été entamé. On peut dire que c'est le temps long, définitivement. Ce qui veut dire aussi que cette histoire, quelle que soit l'issue, elle nous occupera encore très longtemps, je pense. Grand merci, Sarah. C'était passionnant à nouveau. Alors, on va passer à Bruxelles, si vous êtes d'accord. On va faire appel à l'expertise de Denis Duet pour regarder comment se dépatouille la communauté européenne dans tout cela. Je rappelle qu'on était tous assez surpris au mois de mars de cette unité remarquable, de la réactivité étonnante. Est-ce que c'est en train de s'user? Est-ce qu'elle tient bon? Quelle analyse peut-on faire de l'attitude, de l'action aussi de l'Union européenne, que ce soit sur le plan des sanctions ou sur le plan diplomatique? Denis, la parole est à vous. Merci beaucoup, Albrecht. Donc, on parlait du temps long à l'instant, et donc j'avais débuté mon intervention il y a 6 semaines en signalant que les crises sont souvent de formidables accélérateurs de l'histoire, en particulier pour l'Union européenne. Mais bon, force est de constater quand même que le temps de l'actualité n'est pas celui des changements politiques historiques toujours. Et ici, dans le cas européen, certes, il y a évidemment des changements, il y a des choses qui se passent quant à dire et quant à savoir si elles sont historiques, définitives et porteuses de profondes modifications pour l'intégration européenne. Il est sans doute trop tôt pour
pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Ce que je pensais faire aujourd'hui, un peu pour répondre à la question qui m'était adressée, c'était de revenir sur ce qu'on avait déjà identifié comme étant les principaux axes de la réponse européenne à la crise ukrainienne et de voir un petit peu qu'est-ce qui a changé en 6 semaines, qu'est-ce qui a évolué dans un sens ou dans l'autre. Donc, je vais revenir, et je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'il est déjà 7h10. Je vais revenir successivement sur la politique de sanctions, sur la coordination européenne en matière d'accueil des réfugiés, sur la politique de défense européenne et puis sur les perspectives d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, puisque ça a été un des événements du mois d'avril. Alors, concernant les sanctions économiques, depuis que nous nous sommes vus la dernière fois, l'Union européenne a adopté un 5e train de sanctions à l'égard de la Russie. Alors, rien de très nouveau fondamentalement, donc on est plutôt dans l'approfondissement de ce qui s'était fait précédemment, dans les 4 précédents trains de sanctions. Donc, c'est toujours réduire l'accès de la Russie au marché européen de capitaux, au marché économique de manière générale, geler les avoirs des proches de Vladimir Poutine, en ce compris ses filles, ici dans les dernières semaines. On a élargi, je dirais, la base des sanctionnés, en rajoutant par dizaines, voire par centaines, le nombre de personnes et de groupes qui étaient visés. Donc, on reste un petit peu dans cette même logique. À signaler tout de même 2 mesures dans ce 5e train de sanctions qui est adopté donc, le 8 avril et qui est rendu public à l'occasion de la visite d'Ursula von der Leyen à Kiev. Donc là, c'était un des éléments aussi importants du mois qui vient de s'écouler. Et donc, ces 2 éléments importants, c'est d'une part l'interdiction pour les transporteurs routiers russes et biélorusses d'exercer une activité commerciale dans l'Union européenne. Donc là, on a tous vu les images dans les médias de ces files de kilomètres et de kilomètres de camions qui tentaient de rejoindre la Biélorussie avant leur interdiction d'être présents dans l'Union européenne. Et puis, sans doute encore plus important, un premier embargo dans les domaines énergétiques, puisqu'il y a eu une décision d'embargo à l'égard du charbon russe. Alors attention, pas tout de suite d'application, puisque l'embargo sur le charbon russe ne sera d'application qu'au début du mois d'août. Alors le charbon n'est sans doute pas la ressource énergétique qui pose le plus problème, mais néanmoins, on sait que c'est un enjeu et c'est un premier pas qui est fait ici dans ce domaine. Alors, est-ce que tout cela permet, comme le fait Ursula von der Leyen à travers un tweet, de dire que la Russie va, et je cite, subir une longue descente vers l'isolement économique, financier et technologique, peut-être pour partie, mais en tout cas, ne sous-estimons pas non plus la capacité de résilience de la Russie. Mais surtout, ça pose en creux en fait, cette difficulté qu'il y a actuellement à négocier ce 6e train de sanctions, qui est en fait le dernier vraiment qu'on peut envisager, qui concerne tout simplement les ressources en gaz et en pétrole. Et on sait que là, les Européens ont énormément de mal à s'entendre avec certains États membres qui poussent, on a parlé de la Pologne avec une position très dure, qui pousse sur cette fermeture des marchés européens au gaz et au pétrole russe. On sait que c'est un nerf de la guerre dans tous les sens du terme, d'un point de vue géopolitique, mais aussi très financier, avec 800, 900 millions, 1 milliard, les chiffres circulent, de rentrées quotidiennes pour la Russie qui est liée à cette exportation des ressources énergétiques. Et donc, dans ce contexte-là, l'Union européenne essaye un peu de faire ce qu'elle peut, avec des États membres qui sont dans des situations qui sont très différentes les unes des autres. Il est complètement incroyable de voir évoquer l'Allemagne ces derniers jours, dernières semaines, comme étant potentiellement l'homme malade européen, compte tenu de sa dépendance énergétique dont le pays a beaucoup de mal à se sortir. On a ici Ursula von der Leyen, Angela Merkel, qui a été pendant longtemps prise en exemple de la bonne gestion européenne, qui là se retrouve ex post attaquée pour des critiques, pour des mesures qu'elle a adoptées ou contribué à faire adopter il y a un certain nombre d'années, liées à la sortie du nucléaire, liées à un choix de mix énergétique qui pose aujourd'hui problème à l'Allemagne. Donc on est ici dans une situation un petit peu compliqué et la Commission européenne, au travers notamment son plan dont j'avais parlé, Repower EU, tente d'apporter quelques solutions à court et moyen terme. À court terme, c'est réduire la dépendance de 2/3 à l'égard de la Russie d'un point de vue énergétique d'ici à 1 an, ce qui est quand même très ambitieux. C'est aussi, et là une première proposition législative a été mise sur la table, une volonté de rendre obligatoire pour les États membres de faire le plein à 90% de leur capacité de stockage en hydrocarbures chaque année pour le 1er octobre.
entendez avoir de quoi passer l'hiver en étant dans une situation de relative indépendance énergétique. Donc, on voit que les choses avancent. Quant à savoir si l'on parviendra à l'objectif de l'indépendance complète à l'égard de la Russie à l'horizon 2030, évidemment, là, il est bientôt pour le dire. D'un point de vue politique, cette question de la dépendance énergétique est sans doute plus encore, et c'est étonnant, que celle des migrants, enfin des réfugiés, pardon, celle qui marque peut-être les lignes de fracture dans l'Union européenne. Et des lignes de fracture qui ne sont pas forcément là où on les attendait classiquement. Donc c'est au sein, par exemple, du groupe de Visegrad, avec une position très clivée entre la Hongrie d'une part, avec un Viktor Orban qui a annoncé qu'il n'acceptait pas des mesures qui étaient susceptibles d'avoir un impact négatif sur sa population, qui est évidemment en porte-à-faux par rapport au reste du groupe de Visegrad, République tchèque, Slovaquie, Pologne, qui sont sur des positions beaucoup plus dures à l'égard de la Russie. Peut-être encore plus important et plus fondamental, dans le couple franco-allemand, il y a potentiellement aussi des divergences, puisque je l'ai dit, l'Allemagne est dans une situation de dépendance énergétique, là où la France ne connaît pas exactement le même type de configuration, compte tenu là encore de son mix énergétique très différent. Et donc, Emmanuel Macron venant d'être réélu, il est difficile de savoir ce qu'il va mettre concrètement sur la table. Mais voilà, qu'en est-il du couple franco-allemand dans cette configuration particulière? C'est une question qui se pose. Sur les réfugiés, le gros changement en 6 semaines, c'est qu'on est passé de 2,5 millions à 5 millions de réfugiés. Et donc là encore, c'était déjà exceptionnel il y a 6 semaines, ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc c'est très clairement, depuis la Seconde Guerre mondiale, la plus grave crise en matière d'asile, de réfugiés que connaît l'Europe. Il y a, d'après le HCR, par ailleurs, 2,9 millions de personnes qui sont en situation problématique, qui ont besoin d'aide en Ukraine, et 7 millions de personnes qui seraient déplacées au sein même de l'Ukraine. On est donc ici sur des chiffres qui sont tout à fait impressionnants, même si dans le même temps, on entend parler des premiers retours. Donc depuis quelques jours, quelques semaines, on commence à évoquer les premiers retours, notamment dans les zones de l'ouest de l'Ukraine, dans lesquelles les opérations militaires ont cessé. Quant à savoir si ces retours sont durables ou pas, lorsque l'on retrouve des villes détruites, des immeubles détruits, évidemment, on ne va pas forcément rester, mais en tout cas, on parle déjà des premiers retours. Mais sur ce dossier qui semblait potentiellement le plus explosif, c'est vrai, on ne voit pas forcément de dissension européenne, sans doute parce que les pays de premier accueil, on a parlé de la Pologne déjà, et la République tchèque, jouent un rôle important dans la réception et à ce stade-ci n'ont pas véritablement demandé l'aide. Donc, n'ont pas demandé forcément que l'on active des mécanismes de relocalisation. Ce qui n'est pas nécessaire puisqu'il y a un principe de libre circulation des personnes qui bénéficient de la directive protection temporaire. Donc, ces personnes, en fait, peuvent librement quitter la Pologne si elles le souhaitent. Et un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, le font. Certaines, Magdalena parlait du Canada. J'ai discuté avec une collègue ce midi de deux réfugiées ukrainiennes qui ont quitté l'Ukraine, passent par Paris pour aller en fait au Canada, où elles bénéficieront d'un dispositif d'accueil au Canada. Pour le reste, eh bien, c'est essentiellement un investissement financier de l'Union européenne, par le biais de différents outils. C'est un peu technique, je ne vais pas développer, mais soit on réactive des lignes budgétaires qui existent, en matière de fonds structurels, de fonds de cohésion, des fonds qui sont spécifiques au domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Donc voilà, on met beaucoup d'argent sur la table, on organise des campagnes de collecte du côté européen. Donc voilà, les choses quand même bougent, notamment au travers de ce programme CARE, qui est donc un programme pour l'action de cohésion pour les réfugiés. L'objectif ici de l'Union européenne, c'est essentiellement de viser les besoins primaires, principalement, donc tout ce qui est logement, nourriture, vêtements, emploi, mais on envisage déjà, par exemple, on a envisagé de mobiliser 10 milliards qui proviennent du fonds qui servait normalement au redressement des économies européennes suite à la pandémie, de le rediriger, en fait, une partie de ce fonds vers l'accueil des réfugiés. Donc, en matière d'asile, les choses avancent et sans doute, de mon point de vue, l'une des choses les plus surprenantes, c'est l'activation de cette directive sur la protection temporaire et le relatif consensus. En fait, on ne voit pas de tension, on ne voit pas d'engueulade entre Européens pour le moment sur cette question-là. Mais de nouveau, il faudra attendre sans doute quelques semaines de plus ou quelques mois de plus pour voir si les choses restent pareilles.
Très brièvement, en matière de défense et de sécurité, on se rappelle que la Commission européenne avait été chargée par le Conseil d'effectuer en partenariat avec l'Agence européenne de défense une sorte d'audit des besoins en matière de défense des différents États membres. Lors du sommet de Versailles à la mi-mars, Macron annonçait la tenue d'un sommet extraordinaire consacré à la défense sous présidence française, donc ça veut dire rapidement, avant la fin du mois de juin, pour discuter des nouveaux besoins et des coopérations possibles en matière de défense. Ceci dit, on n'a pas vu forcément les choses avancer de manière substantielle, notamment l'adoption de la boussole stratégique européenne, ce document stratégique qui est adopté fin mars et qui organise un petit peu les visions stratégiques européennes de l'Europe d'ici à 2030, ne laisse pas forcément, à ce stade-ci, entrevoir un bond substantiel vers une armée européenne, une défense européenne intégrée. Il y a sans doute des choses qui vont se passer, mais sans doute rien de révolutionnaire. Dans le même temps, rappelons que le Danemark organisera en juin un référendum pour savoir s'il maintient sa clause de non-participation à la politique de défense commune européenne, donc ce qui est là aussi un élément important. Pour procédure d'adhésion, enfin, dernier élément, c'était une des surprises aussi que très rapidement, au moment où le conflit éclate, on commence à parler très vite d'une perspective d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, alors que peu de choses les laissent envisager en temps normal, on va dire. C'est un enjeu qui est un enjeu symbolique, évidemment, à l'égard de l'Ukraine, mais attention, derrière cela, il y a un certain nombre d'autres choses. N'oublions pas quand même que le traité de Lisbonne intègre un article 42, paragraphe 7, qui évoque le fait qu'au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent assistance et aide par tous les moyens en leur pouvoir. Donc c'est un peu une clause de type OTAN qui existe ici entre États membres de l'Union européenne. Lorsqu'on parle d'adhésion de l'Ukraine, c'est donc potentiellement cet article 42, paragraphe 7 qui arrive sur la table. Mais plus fondamentalement, on a parfois l'impression qu'on a été un peu dans l'émotion avec ce questionnaire qui est adressé par Ursula von der Leyen lorsqu'elle arrive à Kiev le 8 avril, questionnaire auquel doit répondre l'Ukraine pour savoir un petit peu où ils en sont dans une perspective d'adhésion, puisque c'est la Commission européenne qui va faire rapport au Conseil sur l'état de préparation de l'Ukraine et donc la perspective ou non d'en faire un État candidat à l'adhésion. Mais sans aller plus loin, rappelons quand même ici les critères de Copenhague. Les critères de Copenhague qui guident les conditions d'admission dans l'Union européenne, ce sont des institutions stables, c'est-à-dire la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme et le respect de la protection des minorités. C'est 2, une économie de marché viable. Et c'est 3, la capacité à intégrer l'acquis communautaire. On voit mal comment, dans le contexte actuel de guerre, la stabilité politique, la stabilité économique et l'intégration de l'acquis communautaire pourrait être intégré. Donc, et je finirai là-dessus, le risque évidemment, c'est de faire miroiter des choses qui, derrière, prendront peut-être des années pour ne pas se réaliser. Donc là, j'avoue que je reste un petit peu dubitatif par rapport à ce mouvement de la Commission européenne d'annoncer aussi vite cette perspective. Et on le sait, les Ukrainiens prennent ça très au sérieux. Ils ont déjà répondu à une partie du questionnaire qui avait été adressé il y a 3 semaines par Ursula von der Leyen, et donc les 3 ou 4 parties du questionnaire, ils ont déjà répondu à 1 ou 2. Donc du côté ukrainien, on prend les choses très au sérieux. Ne risque-t-on pas ici de se retrouver dans une situation problématique avec sans doute des espoirs déçus du côté de l'Ukraine? Voilà, j'ai été trop long, mais je m'arrête ici. Pas du tout trop long pour moi. Peut-être pour Michel, qui aurait voulu embarquer maintenant dans le débat. Mais je trouve que c'est bien de brasser large sur les différents aspects qui concernent directement l'évolution de l'Union européenne. On voit bien que les enjeux symboliques prennent le dessus et des choses sont possibles qui n'étaient pas du tout imaginable pendant des années, en fait, que ce soit sur l'accueil des réfugiés, que ce soit sur l'imagination d'une défense et sécurité commune, que ce soit sur des adhésions en fast track qui tout d'un coup sont sérieusement discutées, même si je vous rejoins complètement dans cette prémonition qu'il y aura forcément de la déception
solution d'un côté ou de l'autre dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup, Denis, pour cette analyse extrêmement pertinente et complète. Bon, on va quand même donner la parole à notre hôte de ce soir, expatrié à Florence pendant quelques jours, et on va ouvrir la fenêtre vers l'avenir. On a beaucoup parlé de ces 6 dernières semaines, justement en partant de nos observations du mois de mars. Que peut-on dire aujourd'hui sur une éventuelle sortie de tout cela? Où en sont les négociations entamées puis arrêtées? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'on peut entrevoir différentes options? Michel, avec ton regard d'historien du temps long, comment vois-tu la situation actuelle dans cette perspective-là? Merci Albrecht de me laisser la parole pour quelques minutes. Il est déjà très tard. Donc, mais peut-être que c'est moi qui ai le moins de choses à dire, malheureusement. Parce qu'actuellement, les espoirs de paix ou de sortie de guerre restent extrêmement minces. Merci en tous les cas à tous pour vos interventions qui étaient très éclairantes. J'espère également que ma connexion ne sera pas trop mauvaise. On t'entend très bien. Écoute, tant mieux. Alors oui, donc négociation de paix, perspective de sortie de guerre, tout ça semble bien éloigné encore actuellement. Alors comme vous le savez tous, des négociations ont bien eu lieu entre les deux belligérants fin mars, sous l'égide de la Turquie. Alors les Ukrainiens avaient bien annoncé, peut-être un peu prématurément, quelques résultats. Et notamment, on avait esquissé un accord sur un futur statut de neutralité qui restait à définir. Je crois également que les Ukrainiens, fin mars, en appelaient même à une rencontre au sommet entre les deux présidents pour aller encore un peu plus loin dans ces négociations. Mais comme vous le savez, la partie russe a déclaré très vite, début avril, qu'aucun projet d'accord n'était pas suffisamment avancé et qu'aucune discussion au sommet ne pouvait être engagée. Et on sait très bien que Vladimir Poutine se refuse à ces négociations au sommet depuis maintenant bien longtemps. Ces déclarations de la partie russe ont lieu le 3 avril, c'est-à-dire au même moment où les forces russes opéraient leur retrait du nord de l'Ukraine, retrait accompagné par la découverte des massacres de Boutcha, donc depuis finalement plus grand-chose, comme si la situation n'appelait plus ou ne permettait plus la négociation et que le dialogue, en tous les cas ouvert et public, en tous les cas dont on était informé, était devenu impossible. D'ailleurs, c'est exactement à la même époque, fin mars, qu'ont eu lieu les derniers entretiens entre Macron et Poutine. Et je vous rappelle que les très vives critiques polonaises vis-à-vis de l'attitude et du dialogue entamé par Emmanuel Macron datent aussi du 4 avril. Donc, vous voyez, tout s'est fait à peu près au même moment. Et puis, j'allais dire que la campagne présidentielle en France n'a pas non plus aidé à relancer les tentatives de discussion. Alors, on a bien eu depuis des appels périodiques de l'Ukraine pour des négociations plus ciblées, par exemple sur le problème de Mariupol, mais là aussi sans succès. Alors, est-ce que les négociations qui ont eu lieu fin mars étaient de véritables négociations, ou plutôt des parodies de négociations jouées par l'un ou l'autre par l'une ou l'autre des parties? En tous les cas, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que le petit espace de négociation qui s'était ouvert à ce moment-là s'est très vite refermé, et que le dialogue n'apparaît plus comme réaliste pour le moment. Peut-être le seul État qui en a vraiment tiré bénéfice, c'est la Turquie, qui finalement s'est positionné un peu comme le médiateur entre Russes et Ukrainiens, médiateur accepté par toutes les parties, puis y compris d'ailleurs par les Occidentaux. Et ce sera peut-être certainement par ce canal que pourra se renouer un jour le dialogue. Alors, comme vous le savez, les Occidentaux ont quand même choisi très clairement un positionnement de soutien à l'Ukraine, bien entendu, y compris par les livraisons d'armement qui sont de plus en plus clairement assumées, et y compris maintenant avec du matériel lourd. On l'a vu avec les récentes déclarations de livraison d'armement
on a fini par avoir un petit souci technique quand assumé, même. et même orgueillir de devenir indésirable. On a bien vu que Boris Johnson pouvait même s'enorgueillir désormais d'être devenu indésirable en Russie. Donc, il y a là une position de plus en plus assumée d'aide militaire. Alors, on a vu donc que même la France suivait cette position et avait même dévoilé tout dernièrement la nature de ces livraisons d'armement, donc y compris d'artillerie. Alors, on annoncerait, en tous les cas, c'est des bruits que j'ai eu, je ne sais pas si Denis est plus au courant que moi peut-être, ou Albrecht, mais des bruits qui couraient d'une visite d'Emmanuel Macron et de Scholz peut-être à Kiev, ou en tous les cas, maintenant que l'élection présidentielle est passée, ce qui serait encore peut-être une démonstration encore plus forte de soutien à l'Ukraine. Alors, on a parlé de toutes les divisions potentielles qui affectent les relations entre Européens, notamment sur ce fameux problème d'un arrêt des livraisons de gaz et d'hydrocarbures russes. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que globalement, les Occidentaux ont quand même clairement choisi une position donc, de condamnation totale de l'agression russe, de soutien militaire de plus en plus massif à l'Ukraine, qui monte crescendo, et pas seulement d'ailleurs militaire, mais également économique. Alors, tout en respectant toujours, on l'a vu, le fameux engagement de ne pas rentrer directement en guerre, puisque l'option est toujours radicalement rejetée, notamment par les Américains. Donc, une situation, j'allais dire, au niveau négociation, qui est actuellement, en tous les cas, impossible. Alors, que peut-on voir dans le futur? Alors là aussi, Albrecht, c'est quand même toujours intéressant de demander à un historien de parler du futur. C'est peut-être le plus mal placé pour le faire, mais en tous les cas, je vais essayer de vous en parler. Moi, je suis quand même assez pessimiste, parce que pour qu'il y ait négociation, il faut tout de même qu'il y ait avancée, ou en tous les cas, qu'un ou des deux belligérants puissent se prévaloir d'une avancée, d'un succès, ou au contraire, pour certains, d'un désespoir, pour aller jusqu'à une négociation, puisque les termes du débat sont actuellement très complexes. Alors effectivement, la Russie, on peut penser qu'elle va abandonner tout espoir de faire tomber rapidement le régime ukrainien, qu'elle pourrait se contenter finalement peut-être d'une occupation du sud de l'Ukraine et du Donbass, mais c'est en tous les cas pas vraiment ce qui était annoncé jusque-là. En tous les cas, on voit mal comment la Russie pourrait trouver peut-être une victoire même partielle pour avancer en position de force dans ses futures négociations. Comme vous l'avez vu, je pense qu'on s'engage dans une guerre qui risque d'être assez longue, où chaque adversaire va vouloir reconstituer son potentiel militaire pour obtenir justement quelques succès sur le terrain, et notamment au Donbass et au sud de l'Ukraine. Alors, les livraisons d'armement occidentales à l'Ukraine semblent annoncer une certaine montée en puissance militaire de ce pays. L'Ukraine sera-t-elle en capacité, elle aussi, d'obtenir un succès, même partiel, militaire sur le terrain? C'est tout de même extrêmement toujours hypothétique. Et donc, qui voudrait actuellement réengager un dialogue et des négociations? C'est là la véritable question. Le conflit risque de s'enliser, et par là même, peut-être un jour, les négociations redémarrer. Les Européens doivent tout de même faire attention, je pense, à tomber, ou les Occidentaux également, dans le piège d'une recherche d'une paix à tout prix, qui ne pourrait que favoriser actuellement, en tous les cas, la partie russe, qui a toujours un avantage sur le terrain, qui est celui d'occuper une large partie du territoire ukrainien. Peut-on voir Poutine se servir? C'est en tous les cas extrêmement aléatoire, puisque Poutine ne cesse de juger les Européens comme hostiles à sa cause. Donc, sans véritablement avancer sur le terrain au niveau militaire, je ne vois pas qui aurait intérêt pour le moment à rentrer dans une phase de négociation. Si les Russes n'arrivent pas à obtenir d'avancée sur le terrain, peut-être voudront-ils
engager des négociations pour permettre de stabiliser leur situation sur le terrain? Est-ce que les Ukrainiens et surtout la population ukrainienne est en état actuellement d'accepter une négociation alors que son territoire, une large partie de son territoire est sous occupation? Ça me semble extrêmement aléatoire. Donc tout ça pour vous dire, et j'en terminerai par là parce qu'il est déjà 19h34, que je suis assez pessimiste pour les moments sur les chances d'une négociation et d'un retour à la paix, tant que la situation sur le terrain soit n'aura pas dégagé des avancées pour l'un ou l'autre camp, soit n'aura pas, j'allais dire, ne sera pas tombée dans un enlisement suffisamment important pour que les deux parties aient là aussi intérêt à la négociation. Pour le moment, je ne vois pas en l'état actuel ce qui pourrait amener les belligérants à la table des négociations, en tous les cas dans un avenir proche. Je pense que tu n'es pas le seul pessimiste, ne serait-ce qu'autour de cette table, mais en général aussi. Je prends bien note de ce que tu as dit sur le piège de la paix à tout prix. Ça, c'est quelque chose qui remplira bien les colonnes de débat dans l'ensemble des médias à un moment donné et qu'il faudra éviter. À titre personnel, parce que là, on parle aussi en tant que citoyen, à titre personnel, ça serait sans doute effectivement une énorme erreur de donner quelques récompenses que ce soit juste pour avoir la paix. Voilà, donc on est allé un tout petit peu au-delà des 90 minutes imparties. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. C'était extrêmement éclairant. Un grand merci à tous. Un grand merci à toi, Michel, pour avoir resté aussi patient Moi qui vous remercie pour tous. conclure. Mais je crois qu'on a tous profité, encore une fois, de la complémentarité des différentes approches et ce n'est pas tous les jours qu'on raccroche en ayant l'impression d'être plus intelligent que quand on a allumé. Et donc, je voudrais dire merci à tous, rien que pour me donner ce feeling ce soir. J'ai encore appris énormément de choses. Grand merci à tous. Michel, je te laisse l'initiative dans les jours et les semaines qui viennent, peut-être pour faire une troisième mi-temps à l'occasion, vu que le conflit reste avec nous et vu que les positions et les problèmes vont évoluer, je pense que ça serait intéressant peut-être de refaire le point. Et mine de rien, les enregistrements, dans quelques temps, de ces prises de température et mises en perspective en certains intervalles, ça peut donner quelque chose sur lequel on revient avec plaisir, voir qu'est-ce qu'on disait à l'époque. Moi, je vais bien les préserver sur mon disque dur, c'est sûr et certain. Grand merci à tous, bonne soirée à tous, bon après-midi à Montréal, hein, et à une prochaine fois, je l'espère sincèrement.